Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par Fasken. Je suis Antoine Elouine, associé au bureau de Montréal et aujourd'hui, je suis accompagné par ma collègue Yara Griffith. Bonjour Yara. Bonjour Antoine. Yara qui travaille à notre bureau de Montréal également sur les sujets de la Charte de la langue française et c'est exactement le sujet dont on va vous entretenir aujourd'hui. 1 an après l'entrée en vigueur des modifications à la Charte de la langue française et du fameux projet de loi 96, on voulait faire le point pour discuter des nouvelles dispositions qui entrent en vigueur le 1er juin 2023, soit il y a quelques jours. Donc, c'est ce qu'on a retenu les faits saillants aujourd'hui pour pouvoir vous en parler et essayer de faire le point sur ce que ça va changer maintenant que la dernière portion importante du projet de loi 96 entre en vigueur, parce qu'il reste encore certaines dispositions qui ne sont pas entrées en vigueur, mais les plus importantes seront rentrées en vigueur maintenant. Donc, Yara, le premier sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est la question des contrats d'adhésion. Ça fait 1 an que le milieu d'affaires redoute l'entrée en vigueur de cette disposition-là, mais avant de discuter de ce que ça signifie dans le quotidien des entreprises, peux-tu commencer par nous définir qu'est-ce que c'est un contrat d'adhésion? Merci Antoine. Alors effectivement, un changement important apporté par la loi 96 vise les contrats d'adhésion. Et qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'adhésion? Eh bien, c'est un contrat dont les stipulations essentielles sont imposées par une partie ou rédigées par elle pour son compte, suivant ses instructions, et elles ne pouvaient être librement négociées. Alors, on peut penser par exemple aux contrats d'assurance, à certains contrats de travail, aux contrats de consommation qui sont vraiment à prendre ou à laisser. Donc, c'est vraiment de ces contrats-là qu'on parle quand on parle des contrats d'adhésion. Par exemple, le commerce en ligne, où les contrats sont des termes et conditions sur un site web, par exemple, bien, on ne peut pas commencer à appeler l'entreprise puis dire changer tel mot ou tel paragraphe parce que ça ne fait pas notre... Exact. Les conditions d'utilisation d'un site web, c'est un des meilleurs exemples. Donc, à partir du moment où on a défini ce que c'est contrat d'adhésion, puis c'est sûr que ça va être une question de fait, là, à savoir si ça peut être négocié ou pas dans des circonstances particulières. Mais si on qualifie un contrat d'adhésion, en matière de Charte de la langue française, qu'est-ce qui change maintenant à partir du 1er juin? Donc, avant le 1er juin 2023, la règle en vigueur, c'était qu'un contrat d'adhésion devait être rédigé en français à moins que les parties consentent à ce qu'il soit rédigé dans une autre langue. Donc, la pratique très courante, c'était d'avoir une clause de langue qui n'était pas vraiment négociée, où les parties consentaient à utiliser une autre langue. Donc, ça allait à l'encontre de l'intention du législateur en pratique. Donc, c'est pour ça que la loi a été modifiée pour exiger que la copie française soit remise d'emblée à l'autre partie, avant que les parties puissent décider d'être liées par une version dans une autre langue. Donc, à retenir, il faut fournir la version française avant ou en même temps qu'une version dans une autre langue pour être liée par une version dans une autre langue. Donc, si je résume, quand on a un contrat d'adhésion, il y a nécessairement une version française, même si elle n'est pas la version qui sera retenue par les parties. Exact. On a parlé des contrats d'adhésion puis des conséquences. Est-ce que tu peux nous parler des exceptions à certains contrats d'adhésion qui ne sont pas visés par ces règles-là? Oui, comme tu le dis, c'est pas tous les contrats d'adhésion qui sont visés. Donc, il y a, par exemple, les contrats de travail d'adhésion ne sont pas visés parce qu'il y a d'autres règles qui s'appliquent qui sont très similaires, mais ils sont couvertes par un autre chapitre de la Charte. Ensuite, les contrats d'emprunt ou instruments ou contrats financiers de gestion de risques financiers ne sont pas visés. Il y a une série d'exceptions, en fait, avec des contrats assez spécialisés, mais retenons aussi les polices d'assurance qui n'ont pas d'équivalent en français au Québec et qui proviennent de l'extérieur du Québec ou qui sont peu répandues au Québec. À ce moment-là, il y aurait possibilité de l'avoir seulement dans une autre langue, mais ça requiert une analyse. Puis enfin, le contrat utilisé dans des relations à l'extérieur du Québec ne serait pas visé. Si on a des deux parties en présence de contrats d'adhésion qui savent qu'ils vont le conclure dans une autre langue, par exemple en anglais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance d'avoir une version française dont le texte est bien fait? C'est-à-dire un bon texte français à comparer d'une mauvaise traduction, par exemple.
C'est très important que les versions soient équivalentes parce que en présence d'un contrat d'adhésion ou d'un contrat qui n'a pas été rédigé par les deux parties, s'il y a une contradiction entre les deux versions, bien la partie qui ne l'a pas rédigé ou l'adhérent va pouvoir invoquer celle qui est à son avantage. Dans la foulée des contrats d'adhésion, un autre bloc de modifications qui rentre en vigueur le 1er juin, c'est des modifications à la loi sur la protection du consommateur qui découlent du projet de loi 96. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la nature de ces modifications-là qui sont entrées en vigueur? Oui, bien, ça ressemble beaucoup aux modifications qui ont été apportées dans la charte, mais elles sont transposées au contrat de consommation dont la loi sur la protection du consommateur exige un écrit. Donc, ce n'est pas tous les contrats de consommation visés par la LPC, ce sont vraiment ceux qui sont énumérés par renvoi à l'article 24, puis c'est l'article 26 modifié qui énonce la nouvelle règle qui est de fournir le contrat de consommation qui requiert un écrit en français ou en français et dans une autre langue avant que le consommateur puisse décider d'être lié par la version dans une autre langue. Puis c'est quoi l'impact pratique, le fait qu'on modifie la loi sur la protection du consommateur en plus de la Charte de la langue française? Bien, une des conséquences importantes au fait d'ajouter ces exigences-là dans la LPC, c'est les sanctions possibles. Donc, il y a tout un régime de sanctions punitives qui s'ajoute à celui de la Charte. La Charte, ce qui est important, on va en parler peut-être plus amplement tantôt, c'est la nullité du contrat, mais les sanctions pécuniaires dans la LPC sont très importantes. Ben, en fait, justement, c'est là que je voulais t'amener la question des contrats d'adhésion. Qu'est-ce qui se passe si on ne fournit pas la version française? Mais l'adhérent peut demander la nullité du contrat. Puis la nullité, Antoine, là, c'est quand on remet les parties à zéro. Donc, c'est plus que des sanctions, des conséquences pour l'avenir, là. C'est comme si on annulait tout. Puis, ce recours-là existe sans que l'adhérent ait à prouver de préjudice. Donc, sans qu'il ait à démontrer qu'il a subi un dommage par le fait que le contrat lui ait pas été fourni en français. Si l'adhérent ne veut pas annuler le contrat, est-ce qu'il y a aussi des possibilités de se sortir de certaines obligations du contrat? Oui, il pourrait aussi demander que ces obligations corrélatives soient réduites. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Il y a aussi des nouvelles présomptions dans le Code civil, qui font en sorte que c'est plus facile pour un adhérent d'invoquer certaines choses, de dire qu'une clause était illisible ou incompréhensible parce qu'elle n'était pas en français. Un autre sujet de modification le 1er juin, c'était les changements à la loi sur la publicité légale des entreprises. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va changer pour les organisations maintenant dans ce qu'ils vont devoir publier en lien avec l'utilisation du français dans leur organisation? Oui, puis c'est intéressant d'en parler, Antoine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignoraient ce changement vu qu'il n'a pas été fait à la charte directement. Bien, c'est indirect, il y a un renvoi dans la charte vers cette notion à la LPLE, mais concrètement, là, ce qui change pour les entreprises qui doivent s'inscrire ou qui sont déjà inscrites, c'est qu'elles doivent déclarer la proportion de leurs salariés qui ne sont pas capables de parler français. Mais ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. On vise les entreprises qui ont 5 employés et plus et qui ne sont pas encore assujetties à la francisation. Donc, on parle des entreprises pour l'instant de 5 à 49 employés. Puis, pour cette proportion, les entreprises vont devoir déclarer combien de ces employés ne sont pas capables de communiquer en français et cette information donc est transmise au REC dans la déclaration de mise à jour annuelle ou à la première inscription. Donc, si j'avais à résumer, si j'ai 10 employés puis il y en a 2 qui ne sont pas capables de communiquer en français, ce que je vais mettre dans ma déclaration, c'est que j'ai 20 de mes employés ou de mes salariés qui ne peuvent pas communiquer en français. Exact. Et c'est une information qui est publique. C'est public, mais le but de ce changement-là, selon notre compréhension, c'est d'aider le gouvernement à identifier les secteurs ou les entreprises auxquelles il va offrir des cours de français gratuits avec son nouvel organisme Francisation Québec.
Dernier volet, je pense, qui est important à noter pour les modifications du mois de juin, c'est tout ce qui se rapporte à l'administration, l'utilisation de la langue par l'administration. La première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que c'est l'administration au sens de la Charte de la langue française? Qu'est-ce que c'est l'administration? Dans la charte, on a une annexe qui nous énumère tout ce que ça comporte, mais en gros, ça inclut le gouvernement et ses ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux. Mais c'est ça, la liste exhaustive est à l'annexe 1 de la charte. Donc, c'est l'État dans un sens quand même assez large. Assez large. L'administration, qu'est-ce qui change à partir du 1er juin 2023? Là? Premièrement, c'est quoi le principe qui rentre en vigueur pour les organismes de l'administration? Le principe qui entre en vigueur, c'est l'exemplarité de l'État en matière d'usage du français. Donc, avant, c'était quand même possible pour le gouvernement d'utiliser une autre langue que le français dans ses affaires courantes. Mais ce que le législateur souhaite arrêter avec cette loi-là, c'est le bilinguisme institutionnel, donc ce recours systématique à plus d'une langue que le français dans les activités du gouvernement. Donc, un des gros changements, c'est d'instaurer l'exclusivité ou l'usage exclusif du français le plus souvent possible dans les affaires de l'État. Donc, on rentre dans un régime où on a l'exclusivité du français, sauf exception. Exact. Pour les entreprises qui font affaire avec l'État, c'est quoi les changements les plus importants qu'on anticipe? Tu fais bien de parler des entreprises qui font affaire avec le gouvernement parce qu'il faut dire que cette règle-là d'exemplarité, elle met la majorité du fardeau sur les épaules du gouvernement. Mais dans ce chapitre-là, il y a quand même quelques obligations qui s'appliquent aux entreprises, notamment celles qui vont offrir des services au gouvernement, qui vont contracter avec le gouvernement. Elles vont devoir essentiellement se plier aux mêmes règles que le gouvernement, donc d'utiliser le français, sauf quand la Charte permet d'utiliser une autre langue en plus ou au lieu de. Donc, on peut penser notamment aux appels d'offres, mais aussi sur les livrables. Peux-tu m'en dire plus sur qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'entreprise qui va être en relation contractuelle avec l'État sur soit ce qu'elle va faire en représentant l'État par un contrat de service ou soit les écrits qu'elle pourrait publier dans l'exécution du contrat? Bien, quand une entreprise offre des services au gouvernement ou agit pour le compte du gouvernement en offrant des services au public, elle va devoir agir comme si elle était le gouvernement, donc utiliser le français presque exclusivement, sauf dans les cas où le gouvernement peut utiliser une autre langue. Pour ce qui est des livrables fournis à l'administration, bien, par exemple, le gouvernement engage un fournisseur pour lui fournir des produits. Bien, toutes les règles sur les inscriptions des produits qui sont applicables dans le chapitre sur le commerce vont être applicables aussi aux produits fournis par le prestataire à l'administration. Le gouvernement va devoir s'assurer que les produits ont les bonnes inscriptions en français. Et par rapport aux obligations de francisation, là, puis la fameuse liste noire, là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la possibilité de faire affaire avec l'État? Mais en principe, même avant la loi 96, la politique linguistique de l'État avait déjà une norme selon laquelle le gouvernement ne pouvait pas contracter avec une entreprise qui n'était pas conforme aux exigences de francisation. Là, ce passage-là a été incorporé dans la charte, donc c'est du contenu normatif et essentiellement, ce qu'on vient de dire, c'est que le gouvernement ne peut pas contracter ni accorder de subvention à une entreprise qui est en mauvaise posture à l'égard de l'OQLF dans le cadre de la francisation. Donc, ça pourrait être que l'entreprise n'est pas inscrite alors qu'elle devrait s'inscrire, qu'elle n'a pas mis en œuvre un programme de francisation alors que l'OQLF lui a ordonné de le faire. Donc, ce n'est pas nécessairement d'avoir une note de 100% avec l'OQLF, c'est d'être en bonne posture à l'égard de l'OQLF. Parce qu'on sait qu'une entreprise qui commence à faire affaire au Québec ne va pas nécessairement avoir une note parfaite pour ce qui est de la francisation. C'est un exercice qui peut être long, puis c'est de la négociation avec l'OQLF.
Donc, il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit de ne pas ignorer quand l'OQLF demande de mettre en place des mesures et de ne pas se retrouver sur la liste noire de l'OQLF. Ne pas être en défaut avec une ordonnance ou des sanctions ou quoi que ce soit. Donc, les organismes, les ministères vont vérifier, notamment les appels d'offres, que les soumissionnaires sont en conformité, en plus des autres aspects, que ce soit l'AMP ou quoi que ce soit, mais vont être en conformité avec la Charte de la langue française. 1er juin, rentre en vigueur la politique linguistique de l'État. 2 règlements, règlement sur la langue de l'administration puis règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche. Qu'est-ce que ça vient faire, cette politique-là, puis ces 2 règlements-là qui rentrent en vigueur le 1er juin? Bien, la politique vient remplacer l'ancienne version. Ça énonce les grands principes par rapport à l'exemplarité de l'État, puis ça fait référence à une nouvelle directive du gouvernement qui vient définir les situations dans lesquelles le gouvernement ou des organismes de l'administration peuvent utiliser une autre langue que le français. Même chose pour les règlements. Les règlements viennent préciser certaines exceptions de la charte. Par exemple, la langue des écrits relatifs par rapport à certains contrats qui peuvent être dans une autre langue que le français. Le règlement sur la langue de l'administration donne des exemples plus précis que la charte sur les situations dans lesquelles on peut utiliser une autre langue que le français, soit à la fois ou au lieu. D'ailleurs, la plupart des exceptions permettent d'utiliser une autre langue de façon conjointe et non pas uniquement une autre langue que le français. Puis ça pourra faire l'objet d'un entretien en soi de parler des différentes exceptions-là, puis on ne fera pas ça aujourd'hui. Mais j'aimerais ça que tu fasses juste un rappel des sanctions si on ne respecte pas la Charte de la langue française là, selon les diverses obligations là, qu'on a discutées aujourd'hui. J'aimerais ça, juste avant de conclure, qu'on rappelle aux auditeurs quels sont les pouvoirs de l'OQLF s'il y a des manquements aux obligations qui sont dans la Charte. Alors, avant la loi 96, l'OQLF avait un pouvoir d'avertissement, d'avis, de lettres, de réprimande, si on veut. Et maintenant, il y a un pouvoir d'ordonnance. Alors, l'OQLF, qui constate un défaut, va quand même encore envoyer un avis avec un délai pour se conformer, mais il a aussi maintenant le pouvoir de rendre des ordonnances et la contravention à une ordonnance de l'OQLF est une infraction pénale, donc susceptible de poursuite. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois qu'il y a une contravention à une ordonnance de l'OQLF peut déférer le dossier à un poursuivant qui va intenter des poursuites pénales. Elles sont encore assez rares, mais on voit quand même qu'il y a une recrudescence dans les initiatives de l'OQLF, dans ses enquêtes, dans ses dossiers de plainte. Donc, il faut quand même rester vigilant par rapport à ce risque-là. J'ajouterais aussi le pouvoir de requérir des injonctions auprès de la Cour supérieure pour forcer une entreprise à respecter les exigences qui sont prévues dans la Charte. Donc, ça fait le tour. Merci, Yara. Des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er juin et qu'on voulait porter à votre attention. Pour plus d'informations sur les changements mis en œuvre par la loi 96 à la Charte de la langue française, rendez-vous sur notre centre de ressources en ligne ou contactez un membre de notre équipe. En ligne, vous allez pouvoir trouver, par exemple, une loi annotée ou un outil d'auto-évaluation de votre entreprise pour voir où vous en êtes rendu. On a également une veille des recours judiciaires qui ont été entrepris au sujet de la Charte de la langue française. Donc, vous allez pouvoir suivre et consulter les procédures, suivre aussi les jugements qui ont été rendus jusqu'à présent sur le sujet. On va continuer de suivre ça et mettre notre page à jour dans les prochains mois. Merci pour votre écoute de cet épisode. On vous invite à écouter les autres épisodes de Perspective et à vous abonner à notre chaîne de balado.